Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Tout d'abord, les titres. Célébration de la nuit de Laylatul Qadr ou la nuit du destin. Les mosquées ont fait le plein. Les fidèles musulmans, à travers des séances de prière, ont demandé pardon à leur créateur. Environnement, 500 conservateurs de la nature viennent de boucler une formation de 6 mois. Ils ont appris des connaissances basiques sur l'art militaire et des notions juridiques. Culture, l'ambassadeur de bonne volonté du projet Conakry, capitale mondiale du livre, a récemment dressé 2 portraits symboliques dans la commune de Kaloum. Le but est de promouvoir le livre et la lecture. Bonsoir à tous. Les mosquées ont fait le plein la nuit d'hier à aujourd'hui, Laylatul Qadr. Les fidèles musulmans, à travers des séances de prière nocturnes, ont demandé pardon à Dieu tout en retraçant la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Partout dans le pays, ils étaient à la recherche de la piété lors de la nuit la plus valeureuse chez le musulman. Le récit de Mikini Moussa Kamara, Sarafoudine Diallo, Kamara Boubacar. Cette nuit, les grands lieux de prière ont fait le plein à travers tout le pays. En quête de la miséricorde de leur Créateur, le Tout-Puissant, les musulmans de Guinée, tout âge et sexe confondus, ont dans la ferveur fait preuve de spiritualité. Dans la mosquée centrale de l'abbé par exemple, des prières longues, lecture du Saint-Coran et interprétations ésotériques ont rythmé la nuit, la plus enviée et la plus valeureuse pour le croyant. C'est durant la nuit du destin que Dieu a révélé le Coran au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Aussi, les bénédictions obtenues cette nuit sont plus importantes que 1000 mois d'adoration. La portée de la nuit du destin est largement partagée dans les foyers islamiques, le tout sur fond de recherche de la piété. Mais par endroits comme ici à Dubrika, les préoccupations du moment sont abordées afin de mieux les cerner. En guise de solidarité, des compatriotes venus de loin ne manquent pas d'apporter leur avis. La population de Dubrika, je viens de dire, nous avons été ces derniers temps endeuillés par des accidents mortels circulation. Et nous avons promis au nom de Dieu et nous avons imploré la grâce de Dieu pour que ces accidents ne seraient pour-dessus plus. Au nom de tous les sas de la Guinée, au nom de tous les sas de Djaha. Donc nous prions au nom de Dieu, au nom de nos sas, nos valiers, pour que tout ce que Dobirka a connu comme malheur, ça s'arrête là. Et je crois que Dieu va nous entendre. La nuit du destin passé, les croyants vont poursuivre d'autres actes de dévotion recommandés pendant les derniers jours du Ramadan. Dès aujourd'hui, ils doivent s'acquitter de l'aumône purificatrice du jeûne avant la grande prière de la fête. Justement, cette année, la zakat al-fitr équivaut à 10 000 francs guinéens. L'une des recommandations du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en ce mois saint de Ramadan est l'iftar ou la rupture collective du jeûne. Elle est organisée chaque soir au centre islamique de Donka. L'initiative est du secrétariat général aux affaires religieuses. On fait le point avec Fatima Diallo. Il est 19h passé à Conakry. C'est l'heure de la rupture du jeûne. Au centre islamique de Donka se sont donné rendez-vous des cadres du département des affaires religieuses, quelques représentants du corps diplomatique et autres religieux. Pour ce dîner appelé iftar, le Ramadan est surtout un mois de partage. Des plats copieux, de la cuisine africaine et des boissons sont proposés aux convives. C'est important pour la communauté diplomatique de partager ces jours sacrés avec nos partenaires de communauté religieuse. Parce que vous savez, c'est un proche partenariat. Bien sûr, avec mes prédécesseurs, c'était le leader religieux qui a fait face au problème de Ebola. Nous sommes toujours engagés avec les leaders religieux pour les questions sociales, pour les questions politiques. Alors, c'est pour nous toujours une bonne opportunité de partager l'iftar avec nos grands frères musulmans. Ça permet de raffermir les relations humaines, les relations islamiques, mais aussi les relations entre Guinéens et étrangers. Vous avez dû comprendre qu'il y avait certaines personnes qui ne sont même pas de confession musulmane qui ont participé à ce repas. Ça dit tout sur la nature et le cadre de cette rencontre.
Dans la tradition islamique, le repas collectif est considéré comme symbole de solidarité entre les fidèles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand vous avez fait iftar pour quelqu'un, Dieu doit vous récompenser plus que double ce que celui que tu le fais l'iftar. Ce repas solidaire est une coutume et une tradition prophétique. Il permet de renforcer les liens entre membres d'une famille, amis et coreligionnaires. On ne le dira jamais assez, le mois de Ramadan est un mois de partage. La Fondation African Initiative for Women n'est pas en reste dans le don de repas en faveur des fidèles musulmans. À l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, la Fondation offre des plats de rupture aux étudiants depuis le début du mois saint de Ramadan. Reportage Alassane Diogobari. Les dons de repas par la Fondation AIW, African Initiative for Women, se poursuivent à Conakry, notamment en faveur des étudiants de l'université en partenariat avec l'AEMG et pas seulement. Nous organisons cette rupture collective pour les gens de Gamal. La motivation derrière, vraiment, c'est juste parce que c'est le mois saint et qu'on veut aider les femmes parce que African Initiative for Women œuvre contre l'exclusion sociale en favorisant le développement socio-économique des jeunes filles et femmes vulnérables en Guinée. C'est grâce au soutien d'autres partenaires que cette œuvre de charité est rendue possible pour l'Association des élèves et étudiants musulmans de Guinée. Le geste est louable. Ça fait déjà 3 ans que nous collaborons avec cette fondation dans le cadre de l'organisation des ruptures dans les milieux scolaires et universitaires qui sont aussi nos champs d'action. Parce que l'association en fait évolue dans les universités et les établissements préuniversitaires. Je peux estimer entre 150 jusqu'à 200 personnes par rupture. Les Moulins d'Afrique, filiale du groupe Sonoco, participent généreusement à cette opération en tant que sponsor principal. Santé, des journées de consultation gratuites. La première dame de la République s'assure du bon déroulement de l'opération. Ça se passe du côté de l'hôpital Ignace Dine. Ils sont 18 médecins iraniens à offrir ce service. C'est dans le cadre de la coopération entre l'ambassade de la République islamique d'Iran et la fondation Prosmi. Reportage Maurice Sidibé. Âgé seulement de 7 ans, le petit Lamine est affaibli par le cancer de l'œil. Ce matin, au centre hospitalo-universitaire d'Ignace Dine, il est le premier à bénéficier des consultations gratuites effectuées par les médecins iraniens. Comme Petit Lamine, plus d'une centaine de patients sont consultés quotidiennement. Ces médecins ne nous demandent pas de l'argent. Nous remercions la première dame pour cette action. Nous n'avons pas de moyens pour traiter notre enfant. Si elle nous aide ainsi, on est très contents. Préoccupée par la santé des populations guinéennes, surtout celle des démunis, la première dame de la République, accompagnée de l'ambassadeur de la République islamique d'Iran-Guinée et le Premier ministre, est sur le terrain pour s'assurer de l'effectivité de ces consultations gratuites. L'ophtalmologie, la cardiologie, la gynécologie, l'hématologie et plusieurs autres services ont été visités par Mme Diana Kondé et sa suite. L'idée géniale là est partie de l'ambassadeur d'Iran accrédité à Conakry, il est là. C'est ce dernier qui a voulu tisser un partenariat avec la Fondation Prosmi pour faire venir des humanitaires, des médecins humanitaires iraniens en Guinée. Ce que je demanderais aujourd'hui, malgré la bonne volonté des médecins guinéens, de redoubler encore d'efforts pour bien accueillir ces médecins iraniens qui sont là à plusieurs titres. Ils veulent soigner gratuitement, ils veulent former, ils sont intéressés pour la formation dans les deux sens, que les médecins guinéens partent en Iran pour faire une formation de courte durée, un perfectionnement, mais qu'eux aussi se déplacent au-delà de soigner, qui viennent aussi, parce que la majorité de ces médecins, c'est aussi des professeurs d'université. Donc ils peuvent venir donner quelques cours à nos médecins, les jeunes médecins qui démarrent,
comme ils l'ont dit eux-mêmes, c'est un échange d'expérience, de façon de faire. Je me fais le porte-parole de cette population pour remercier l'ambassade d'Iran ici, l'ambassadeur d'Iran et son équipe et tout le chef de la délégation pour le travail qui est fait au profit de ces populations. Le gouvernement, pour sa part, veillera pour les prochaines missions à ce que cela se passe bien, à ce que les populations puissent bénéficier, à ce que ceux qui viennent travailler avec nous puissent travailler dans de bonnes conditions. Au-delà des consultations, les patients bénéficient des médicaments sur place. Fruit de la coopération guinéo-iranienne, ces journées de consultation publique devraient permettre d'atteindre le maximum des patients. Page politique de cette édition, la loi portant code électoral révisé a été examinée il y a quelques jours par la Cour constitutionnelle. Le texte avait longuement été débattu à l'Assemblée nationale. Les acteurs du dialogue politique avaient alors des arguments opposés à d'autres partis politiques de l'opposition, ainsi qu'à certains membres de la société civile. Les positions ont-elles changé depuis l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle? Élément de réponse avec Alia Kamara. Le principal élément de divergence du code électoral révisé portait sur son point 2, c'est-à-dire le mode de désignation des élus à la base. Le texte propose que les conseils de quartier soient désignés au prorata des voix obtenues par les partis politiques au communal. Le 15 juin dernier, l'arrêt rendu public par la Cour constitutionnelle ne fait pas référence spécifiquement à ce point. Il passe donc comme lettre à la poste. Certaines dispositions, par contre, du code électoral révisé sont déclarées contraires à la Constitution, comme le point concernant le quota des 30% réservé aux femmes sur les listes électorales. Des changements sans beaucoup de conséquences pour les défenseurs du document. C'est ce que j'appellerais des détails mineurs que l'on veuille, qu'on ait voulu que des listes indépendantes aient un parrainage d'1% du corps électoral de la commune où cette liste est candidate, que cela soit considéré comme une certaine partialité entre les candidats et que ce soit inconstitutionnel. D'accord. Et ensuite, que l'on dise qu'il y ait un certain pourcentage de femmes sur les listes au lieu d'un autre pourcentage, cela aussi c'est une discrimination, même si elle est positive, mais la Cour suprême trouve que tous les Guinéens sont égaux devant la loi. Le code révisé a été élagué de plusieurs autres points, notamment les questions liées à l'âge jugé contraire aux dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme, des cas d'inconstitutionnalité qui ne suffisent pas cependant à dissiper les craintes de certains acteurs politiques et sociaux. Comment le citoyen va savoir que celui qui sera désigné au niveau de sa liste dans le quartier, il se reconnaît en lui? Est-ce qu'il le connaît? Qui il est? Quel est son profil? Quelles sont ses compétences? Quel est son passé? Parce que si on disait que les quartiers allaient constituer des listes, mais ça serait une seule élection, l'élection communale, et les listes qui sont présentées au niveau des quartiers seront reparties en fonction des voix obtenues par le parti. En ce moment, on connaît la liste des personnes qui sont censées être responsables des quartiers. Mais si on ne connaît pas cette liste, il est difficile pour nous, société civile, de croire à la bonne moralité des partis politiques de désigner des personnes qui sont des personnes de confiance au niveau des collectivités. L'arrêt de la Cour est sans appel. Il revient désormais au cabinet de la présidence de prendre la copie du code électoral étudié par la Cour constitutionnelle et la mettre en forme pour sa publication au journal officiel. Des avancées dans la promotion de la justice de proximité. À Conakry, un avant-projet de décret relatif aux maisons de justice vient d'être validé. Ces maisons devront permettre de faire juger les délits mineurs à travers la médiation et la conciliation, un mode alternatif de règlement des litiges en lieu et place des juridictions de droit commun. Explication, Kiano Younousabar. L'accès à la justice s'annonce comme un défi dans le programme de réforme du secteur de la justice. Pour répondre aux besoins des justiciables, la Guinée fait la promotion de la justice de proximité. Un nouveau dispositif judiciaire qui va se matérialiser par la création prochaine de maisons de justice. Un instrument juridique différent des juridictions ordinaires qui aura pour compétence la gestion des délits mineurs à travers la médiation et la conciliation. C'est un concept tout à fait nouveau qui va instituer au niveau des communautés des juridictions non pas de droit commun comme les tribunaux qu'on connaissait,
mais des maisons où les justiciables seront accueillis, conseillés, orientés lorsqu'ils sont en difficulté. Et au niveau de ces maisons de justice, si elles sont instituées, les gens qui sont en conflit pourront venir se concilier à travers un médiateur, à travers un conciliateur, sans formalité, sans frais. Tout sera gratuit. Un avant-projet de décret est validé à cet effet par des professionnels de la justice et des experts de l'Union européenne. Son aboutissement pourrait réduire le calvaire des citoyens dans les tribunaux. L'objectif qui est en train d'être visé, comme je vous l'ai dit, c'est que si le nombre de dossiers qui devaient être traités au niveau des tribunaux diminue par le fait que certains de ces dossiers vont dans les maisons de justice, vous voyez que ça peut impacter sur le rythme de production des décisions de justice. Aujourd'hui, nous avons envie d'institutionnaliser les maisons de justice pour que certaines affaires mineures soient réglées à ce niveau, par soit la médiation, soit par la conciliation, soit par l'information. C'est ça que ça apporte de plus. Ça ne change pas le système judiciaire. Ça apporte un plus, puisque le rôle de juridiction étant parfois très chargé, il serait bon que certaines affaires soient réglées à ce niveau-là. Le processus de réforme du secteur de la justice qui dure depuis quelques années est accompagné par l'Union européenne à travers son 10e fête. Environnement, 500 conservateurs de la nature viennent de boucler une formation de 6 mois à l'École nationale de la gendarmerie de Kalia. Ils ont appris des connaissances basiques sur l'art militaire et des notions juridiques. Cette deuxième promotion sera déployée sur le terrain pour assurer une protection fiable de l'écosystème. Reportage Ousmane Ba. En Guinée, la conservation de la nature s'avère une préoccupation majeure. Ces dernières décennies, l'environnement a subi une dégradation très poussée. L'urbanisation anarchique, l'occupation des berges des cours d'eau, la coupe abusive du bois sont entre autres les principales raisons. Pour pallier à ce phénomène qui prend de l'ampleur, les autorités viennent de former 500 agents paramilitaires. Pour accomplir correctement sa mission, ce nouveau corps doit être bien structuré et convenablement formé aux techniques de sensibilisation, de prévention, de préservation et de gestion concertée en matière de gestion des ressources naturelles renouvelables. Ces cadres sortent d'ici mieux outillés, mieux motivés pour accomplir leur mission qui est la mission de conservation de nos ressources naturelles. La formation de cette deuxième promotion de conservateurs de la nature s'est déroulée ici à l'École nationale de la gendarmerie de Kalia. En 6 mois, ces agents sont outillés de notions juridiques et de connaissances sur l'art militaire. Il était humainement impossible de penser que des sujets âgés, comme nous, auraient pu supporter les exigences et les contraintes physiques d'une telle formation, marche militaire sur des longues distances, activités sportives intensives, manœuvres, etc. Franchement, je suis comblé quand je les ai vus faire, n'est-ce pas, le retour d'expérience à travers les séquences pédagogiques. J'ai compris qu'ils ont très bien maîtrisé les leçons et ils sont en mesure dans l'avenir de former des poules de formateurs dans le cadre, n'est-ce pas, du département de l'environnement. Les autorités entendent élargir cette formation et surtout rajeunir l'effectif des éco-gardes. À la faveur de cette sortie officielle, un sketch sur la lutte contre le braconnage a égayé l'atmosphère. Au dénouement, les agents se sont engagés à faire de la conservation de la nature un devoir sacré. La Guinée, à l'heure de l'imagerie spatiale, le projet est piloté par le ministère des Mines et de la Géologie. Il s'agira de relever les données précises sur tout le territoire national. Ainsi, toutes les données géologiques, agricoles, hydrauliques et même géographiques seront connues avec exactitude. Les détails avec Mohamed Alpha Baldé, Valérie Talimané. Les informations géologiques et géographiques sont souvent inexistantes ou erronées. La Guinée entend corriger ces insuffisances.
Un programme d'imagerie spatiale capable de collecter des données allant jusqu'au 1 millième sur l'ensemble du territoire national est lancé. En utilisant un support numérique comme ça, on peut produire les cartes ou des informations sur mesure. Donc il y a un investisseur qui est intéressé par tel ou tel endroit. On peut créer une carte dédiée à cet endroit. On ne lui donne pas les informations dans les zones voisines. On ne donne que pour les zones d'entrée à lui et que les informations qui lui intéressent. En utilisant un mariage des données géophysiques et topographiques qu'on est en train de faire pour la cartographie. L'acquisition de ces informations géologiques pourrait favoriser une meilleure coordination des activités des différents départements comme les mines, l'agriculture, les transports, l'environnement et le tourisme. C'est un projet qui a commencé depuis le début des années 80, mais c'est tout récemment avec la volonté de monsieur le chef de l'État que le projet a été relancé. Ce projet concerne plusieurs départements, c'est un projet de recherche géophysique. Le coût des recherches, des projets dans la phase de recherche va considérablement réduire. Déjà, la société chargée de l'exécution des travaux affirme avoir démarré ses activités. Bientôt, la Guinée disposera d'informations géologiques fiables, profitables à tous les acteurs. Lancement cette semaine du prix national qualité. Nombreux étaient les opérateurs économiques et patrons d'entreprises à se mobiliser pour ce rendez-vous. Organisé par l'Institut guinéen de normalisation et de la métrologie, cette distinction va notamment récompenser les démarches qualité des sociétés. Compte rendu Abdou Karim Kamara. Le marché guinéen est désormais régulé par une politique nationale qualité. Ce souci qui anime l'IGNM, Institut guinéen de normalisation et de la métrologie, débouche sur la mise en place d'un prix national qualité. Ces différentes composantes sont l'engagement et la maîtrise de la qualité, mais aussi l'encouragement à l'excellence. Un mécanisme assorti du programme Système Qualité de la CEDEAO. Le document de la politique qualité mentionne les domaines thématiques suivants: normalisation, règlement technique, évaluation de la conformité, accréditation, métrologie. Il est très encourageant de constater que le secteur privé de la Guinée, les entreprises de ce pays ne sont pas restées en marge de ce mouvement de qualité. Nous restons confiants qu'avec cette détermination, la Guinée se fera distinguer au niveau du prix régional. L'inscription est déjà ouverte et toutes les structures sont appelées à postuler. Il faut que l'Institut guinéen de normalisation soit équipé, outillé techniquement, puisqu'ils ont l'expertise déjà, mais il faut qu'il soit outillé techniquement en termes de laboratoire de qualité, en termes de laboratoire et respectant les normes, en termes de laboratoire certifié pour que justement la production nationale guinéenne puisse accéder d'abord au marché de la sous-région, ensuite au marché de l'Union européenne. Avec l'appui technique et financier de l'ONUDU et l'Union européenne, le Conseil des ministres va donner le ton à cette politique. Dès octobre prochain, les récipiendaires du prix national qualité seront primés par le chef de l'État au compte de cette première édition. Le prix CEDEAO, lui, sera accordé le 30 juin à Abidjan. La Guinée dans la dynamique de la prochaine validation aux normes de l'ITIE international en 2018. À ce jour, le rapport d'avancement permettant d'identifier les activités annuelles de l'institution à promouvoir la transparence dans les industries extractives est élaboré. Le point avec Mohamed Alpha Baldé. Certifié pays conforme aux normes ITIE il y a près de 3 ans, la Guinée prépare activement sa prochaine validation prévue en 2018. Aujourd'hui, une nouvelle étape est franchie. Le rapport d'avancement 2016 est élaboré et examiné par le comité de pilotage de l'ITIE Guinée. Il permettra de définir un programme cohérent d'activités pour l'année en cours et celle à venir. Ce rapport concerne d'abord des activités que nous avons inscrites
que nous devons accomplir. Activités d'information, activités de sensibilisation, activités de collecte de données, d'exploitation de ces données et naturellement activités aussi en direction des communautés. Ce rapport, nous devons l'envoyer au Comité international de l'ITIE pour savoir que nous avons inscrit des activités pour la période 2017-2018 et qui concerne naturellement les activités antérieures de 2015-2016. Avec son important potentiel minier, le maintien de la Guinée aux normes ITIE est un véritable outil de promotion de la transparence dans le secteur. À ce jour, les travaux d'élaboration des rapports 2016-2017 sont sur le point de démarrer. Ainsi, les populations seront largement informées sur le niveau de contribution des industries extractives à l'économie nationale et au développement local. Développement local avec la relance des activités économiques dans les zones touchées par Ebola, en Haute-Guinée et dans la région forestière. En effet, des jeunes porteurs de projets viennent de bénéficier de financement. L'initiative est de l'ONG Oser Innover avec un appui du PNUD. Reportage Ansoumane Toumani Camara. Après Ebola, l'ONG Oser Innover s'attelle à créer un contexte économique propice à la création d'emplois, de développement économique et social dans les localités durement éprouvées par l'épidémie. Ces jeunes, au nombre de 28, après une formation théorique et pratique, viennent présenter leur idée d'entreprise. Devant un comité de juges, chaque soumissionnaire vient défendre ses plans d'affaires. En 2 jours de présentation, 20 projets sont retenus comme meilleure idée. Mon entreprise qui a été validée par l'ONG Oser Innover, c'est une école maternelle qui est dénommée Berceau de l'excellence, qui va se réaliser à Zérékoré, précisément au quartier Tilipoulou. Ce qui est intéressant, c'est que les projets touchent tous les sujets. Oser Innover a vraiment évolué et j'ai été très heureux de constater que de nouveaux projets sont en vue. Et cette fois-ci, c'est orienté vers la zone Ebola, donc la zone de la forêt, pour lesquels des jeunes ont été sensibilisés, formés pour qu'ils initient des projets après l'Ebola. Une enveloppe globale de $100 000 disponible pour le financement des projets retenus. Un appui du PNUD pour la relance des activités économiques dans les zones affectées par le virus Ebola. La suite, en fait, c'est le suivi et puis l'accompagnement. Les gagnants seront accompagnés par Oser Innover. Non seulement ils vont recevoir le financement pour démarrer leur entreprise, ils vont aussi bénéficier d'une formation de plus, une formation qu'on appelle bootcamp. C'est une formation supplémentaire qui est beaucoup plus technique pour les montrer comment maintenant appliquer les fonds qu'ils ont eus pour successivement démarrer leur entreprise. Pour Oser Innover, ces meilleurs plans d'affaires retenus doivent être rentables aux porteurs et à sa communauté. C'est cela l'entrepreneuriat social. Toujours dans l'optique d'aider la couche juvénile, un nouveau projet voit le jour à Conakry. C'est dans le cadre de l'appui à l'auto-emploi des jeunes. Il va permettre de former plus de 100 jeunes. Ce projet est financé par le gouvernement guinéen à hauteur de $300 millions et piloté par l'OIM. Reportage Kiano Maroufba, Younous Atawel Kamara. L'auto-emploi de la jeunesse apparaît comme une des solutions pour freiner la pauvreté et le chômage de cette couche. C'est dans cette vision qu'un projet vient d'être lancé. Il est financé par le gouvernement suisse à hauteur de $300 000 avec un appui de l'OIM. Intitulé « Projet d'appui à l'auto-emploi des jeunes filles et garçons vulnérables », le programme va toucher 150 jeunes dans la capitale. On a fini les études il y a presque, moi par exemple, c'est presque 3 ans comme ça, j'ai fini mes études, je suis à la maison, je ne fais rien, je n'ai pas de boulot. Et si l'OIM nous donne cette opportunité, là je suis vraiment comblé de joie. Il faut des mécanismes innovants en mettant en place ce type de projet. Il faut un suivi de proximité pour que ces jeunes prouvent qu'ils ont reçu quelque chose, ils sont redevables à l'égard de leur population et ils doivent faire des preuves pour pouvoir essayer de considérer ça comme des alternatives à cette migration irrégulière.
Les bénéficiaires du projet sont identifiés sur la base de plusieurs critères. Il s'agit généralement de jeunes vulnérables, de diplômés sans emploi, tentés par la migration, de personnes pratiquant de petits commerces ou encore des chômeurs provenant des zones rurales. Nous avons des programmes qui existent, qui malheureusement prennent un peu de temps pour se mettre en place. Mais une fois que ces projets sont mis en place, ça pérennise, ça rentre dans un cadre plus durable et ces projets sont en train d'être réalisés. Mais on a besoin aujourd'hui d'avoir des quick wins, d'avoir des projets qui peuvent être implémentés très rapidement et ce projet en est un exemple. Ce nouveau projet pour la jeunesse guinéenne sera exécuté sur une période de 12 mois. Il va couvrir les 5 communes de Conakry et contribuer à la promotion de l'auto-emploi des jeunes de la capitale. Culture, l'ambassadeur de bonne volonté du projet Conakry Capitale mondiale du livre, Stéphane Chypre, a récemment dressé 2 portraits symboliques au niveau du pont 8 novembre dans la commune de Kalouma. Le but est de promouvoir le livre et la lecture. Leurs lieux d'emplacement seront prochainement aménagés en point de lecture. Reportage Mikini Moussa Kamara, Abdoukarim Kamara. Autour de l'échangeur de Moussouddougou, la principale porte d'entrée de la presqu'île de Kaloum, 2 stèles sont désormais dressées. Ces œuvres monumentales à l'honneur du livre et de la lecture érigées en ce mois de l'enfant africain. Elles sont saluées par 55 enfants représentant les 55 États du continent. Une année et demie durant, l'artiste modéliste français Stéphane Chypre s'est investi à la construction de ces monuments en aluminium. Je pense que c'est le début en fait de mes monuments ici. Je pense que les Freedom Fighters vont continuer à naître, je pense, à travers mes mains, à travers ma sculpture. C'est d'amener des sculptures aluminium qui n'ont jamais été mises ici, puisque les artistes africains travaillent essentiellement le béton ou le bois. Et là, c'est assez novateur pour l'Afrique. Merci Stéphane. Merci à vous. Merci à la Fondation SMB qui nous a fait confiance. Aujourd'hui, c'est un jour pour vous remercier. Vous avez cru à notre projet. Vous avez fait de notre projet une réalité. Je voudrais, au nom des enfants de Guinée, au nom des jeunes de Guinée, sur le haut de cette tribune, vous remercier sincèrement. Sur cette première stèle, Nelson Kolilala Mandela, la figure de ce leader historique de la nation arc-en-ciel, est devenue universelle. Engagé dans la lutte pour la justice sociale, Madiba s'est forgé en Guinée tout comme des milliers de ses compatriotes. C'est à Conakry que Mandela a reçu son premier passeport. Son nom symbolise aujourd'hui le combat, la tolérance, la persévérance et l'espoir. C'est une personne qui a su s'imposer dans le monde entier. Il a été une icône, une lumière, et il demeure à jamais dans nos cœurs. Et par sa façon de faire, on essaie aussi de faire aussi comme lui pour essayer de faire monter ensemble l'Afrique pour qu'elle demeure toujours unie, solidaire et qu'elle progresse. La seconde stèle, elle a plusieurs facettes. La première rappelle le I have a dream, j'ai un rêve de Martin Luther King. La deuxième est constituée de pages qui laissent apparaître le visage emblématique du professeur Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine. Et la dernière facette est le masque Nimba, symbole de la fécondité. Alpha Condé, c'est une icône, elle est vivante. Il essaie tant bien que mal de prôner la cohésion, d'essayer d'insérer une certaine stabilité dans le pays, ce qui est à encourager. Bien sûr, parce qu'il est le président de l'Union africaine. Voilà, ce qui est à encourager, ce qui est à valoriser. Ces monuments dédiés à l'enfance africaine sur la route infinie de l'histoire permettent d'entrevoir alors l'espoir d'une société qui s'appuiera sur le savoir pour se développer et s'émanciper. Le 23 juin de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée olympique, date anniversaire de la création du Comité olympique international, le CIO. En Guinée, l'événement sera fêté en différé les 27 et 28 juin prochains à l'Abbé. Ibrahima Sori Fofana. Le 23 juin de chaque année, des centaines de milliers de personnes se rassemblent pour célébrer autour du sport, de la culture et des valeurs olympiques.
C'est sous les thèmes bouger, apprendre et découvrir que la ville de l'Abbé abritera cette année la cérémonie de célébration de la journée olympique en Guinée. De nos jours, le sport est devenu un outil de développement et vous savez que l'ONU s'en est même saisie à travers ses différentes institutions pour promouvoir les objectifs de développement durable, pour promouvoir la scolarisation des filles, pour promouvoir le développement de la jeunesse en quelque sorte. Donc nous nous sommes dit que pour continuer cette promotion, nous nous rendons aussi dans une autre ville qui est l'Abbé pour célébrer cette journée à travers de grandes activités. Outre la marche olympique des personnes de troisième âge, la course des tout-petits et des seniors avec la présentation des artistes au programme, la présentation et le débat des thèmes tels que historique et philosophie de l'olympisme, automatisation des jeunes filles en milieu sportif et olympisme et culture seront également au menu de cette journée à l'Abbé. Et le message fort que je demande, je souhaite que la jeunesse de l'Abbé sorte. Je vous souhaite que la population de l'Abbé, quel que soit l'âge, quand on parle du sport, c'est tous les âges. Venez tous participer à la course de la journée olympique, ça vous fera du bien et vous bénéficierez des certificats qui ont été délivrés par le Comité international olympique. Rappelons que c'est le 23 juin 1894 à Paris que l'aristocrate français, le baron Pierre de Coubertin, a proposé la création du Comité olympique international qui réussira à faire renaître de ses cendres les Jeux de l'Antiquité. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre aimable attention. Les éditions du week-end seront présentées par Alia Kamara. Bonne suite de programmes télévisés, bonsoir et à très bientôt. Lancé le 22 décembre 2015 par le président de la République, professeur Alpha Condé, l'aménagement hydroélectrique de Swapti se poursuit sur le fleuve Concoué dans la sous-préfecture de Tondon. Plusieurs chantiers ont été ouverts en même temps par la société chinoise CWE sous la supervision de la direction générale du projet maître d'ouvrage. Nous avons commencé par la carrière des matériaux. C'est une zone de 5 hectares qu'on est en train d'excaver. En tout, on va excaver là-bas 7 millions de mètres